Donc, vous êtes ici au jardin botanique de l'Or des Simples, un jardin botanique de plantes médicinales. C'est de facto le deuxième jardin de la Haute-Vienne et c'est surtout un jardin qui est assez exceptionnel dans le nombre de plantes médicinales qui sont présentées, puisqu'il y en a plus de 300 dans ce jardin. 300 plantes médicinales, ça fait pas néanmoins toutes les plantes médicinales du monde, parce qu'il y en a des dizaines de milliers. Donc il faut faire un choix pour sélectionner ce qu'on va présenter. Le premier choix euh, qui a été choisi, enfin l'élément qui a été choisi pour ce jardin, ça a été que toutes ou pratiquement toutes les plantes médicinales naturellement présentes en Limousin soient présentées ici. Parce que beaucoup de gens qui viennent ici marchent sur des plantes médicinales. Là, vous marchez sur du plantain, vous marchez sur du trèfle, vous marchez sur différentes plantes qui ont des valeurs médicinales. Le fait de les mettre dans un écrin fait prendre conscience, effectivement, garder un pied d'ortie et dire, mais attention, l'ortie, c'est pas juste un truc qui vous pique, c'est aussi une plante qui est très très intéressante d'un point de vue médicinal. Donc ça, c'est le premier groupe de plantes qui sont présentes, les plantes médicinales du Limousin. Le deuxième groupe, c'est toutes les plantes les plus communément utilisées. Donc, c'est les plantes aromatiques et les plantes tisanières. Bien entendu, en sélectionnant uniquement les plantes adaptées au climat tempéré. Je ne peux pas faire pousser du gingembre, je pourrais le faire pousser, mais il ne passerait pas l'hiver. Donc, les plantes tropicales ne peuvent pas s'épanouir ici. Donc, focus sur les plantes les plus courantes, mais celles qui sont adaptables. Okay. Et enfin, le troisième groupe, il est composé de plantes que nous expérimentons pour leur intérêt évidemment pharmaceutique, leur adaptabilité aux conditions pédoclimatiques du Limousin, et parfois même substitutives, j'en montrerai quelques-unes, à des plantes que l'on connaît très bien, mais qui sont tropicales, alors que leur équivalent, il existe des équivalents de climat tempéré qui peuvent pousser ici, et donc les remplacer sans avoir à prendre l'avion pour aller chercher les autres. Je dis bien 100% des gens qui viennent dans ce jardin connaissent le nom de cette plante. 100% des gens qui viennent dans ce jardin connaissent la saveur associée à cette plante. Et 99,9% des gens sont incapables de dire le nom de cette plante. C'est-à-dire, voilà une plante qui pousse en Europe, que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît la saveur, et qu'en gros, personne n'a jamais vu ou jamais suffisamment vu pour pouvoir la reconnaître. Alors que si je vous montre une lavande, vous allez la reconnaître, si je vous montre une tomate, vous allez la reconnaître, etc., etc. Alors là, ce sont les feuilles de l'année dernière, hein, bien sûr, elles ont séché. Voilà, ça c'est les feuilles de l'année d'avant. Hein, donc elle va complètement repartir des racines. Donc je vais vous dévoiler ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de raison que vous le deviniez, hein, a priori, sauf si vous avez fait déjà 50 botaniques avant de faire vos études actuelles. C'est de la réglisse. Et en fait, très bizarrement, personne n'a jamais vu un pied de réglisse. Et évidemment, les gens, quand c'est vert, ils peuvent venir, ils peuvent sentir, ça sent pas la réglisse. Aucune partie aérienne ne sent la réglisse. Le parfum de la réglisse est dans la racine.
Et ça, c'est un autre point important dans les plantes médicinales, parce que quand on vous dit qu'une plante a une vertu, on vous dit toujours quelle partie de la plante a une vertu. Et l'exemple que vous connaissez très bien, c'est la rhubarbe. Vous savez parfaitement que la rhubarbe, vous allez cueillir le pétiole, hein, c'est-à-dire le lien entre la feuille et la tige. Mais qu'on va vous dire ne mangez surtout pas la feuille. Rendez-vous compte, vous avez une feuille, alors ça c'est pas de la rhubarbe, on est bien d'accord, hein, mais vous avez une feuille et on vous dit ça c'est comestible et ça c'est toxique. Vous dites mais c'est pas possible, bah si c'est possible, ok. Et donc si on vous dit la rhubarbe c'est très bon pour la santé, hein, c'est le pétiole de la feuille de rhubarbe, c'est pas la rhubarbe en général, ok. Donc quand on vous dit, non, il faut savoir quelle partie, hein. Si on vous dit c'est la racine, c'est la racine. Si on vous dit ça. Une première question pour vous, c'est quel est le lien entre vous et votre ferme? Le lien entre moi et ma femme, bah, c'est toute ma vie. Enfin, en tout cas, toute la vie que je vis actuellement. C'est d'abord un lien d'épanouissement. Ok. C'est un lien d'épanouissement parce que bah, dans la vie, on est amené à faire différentes choses. Très souvent, au début de sa vie, on va choisir des métiers parfois en fonction des opportunités, des nécessités, bah, celles de se nourrir, de manger, de se loger, etc. Et puis, on peut avoir l'opportunité à un moment donné de réaliser un métier passion. Bah, moi, j'ai attendu 60 ans pour le faire. Mieux tard que jamais. Exactement. Et donc, à l'approche de la soixantaine, j'ai décidé de me reconvertir complètement dans un métier en contact avec la nature. C'est ce à quoi j'aspirais depuis très longtemps et c'est ce que j'ai fait et avec un très très grand bonheur. Parfait. Ma deuxième question, c'est en quoi le lien entre santé et environnement vous parle? Alors ce lien, il remonte assez loin. D'abord, je me suis toujours intéressé à l'environnement dès mon plus jeune âge. Je vivais beaucoup à l'étranger. Ok. J'étais frappé par les détritus que je trouvais dans tous les pays du monde, dans des conditions bien plus difficiles qu'en Europe. Et ma première perception de la dégradation de la planète, je l'ai eue en 68 ou 69 par une conférence d'Alain Bombard, qui est celui qui a créé le Zodiac et qui, pour démontrer la fiabilité du Zodiac, avait traversé l'Atlantique en Zodiac. Donc juste avec ce canot à rame, etc. Il avait survécu dans toute la traversée. Et dans sa conférence, à laquelle j'assistais, il a dit une chose qui m'a sidéré. On est en 69. Et il dit, la chose qui m'a le plus frappé en traversant l'Atlantique, c'est le nombre de déchets plastiques dans l'océan. On est en 69. Ouais, c'est sûr. T'imagines aujourd'hui la quantité de plastique qu'il y a. Donc cette attention à l'environnement, je l'ai eue très très tôt. Et la santé, je l'ai eue très tôt également parce que j'étais très intéressé par la santé. Je voulais faire mes études de médecine, mais j'étais cancre. Ah. Donc les études de médecine, c'est un haut niveau de sélection. Et donc je ne pouvais pas me mettre à ce niveau, donc je n'ai pas fait médecine. Ok, malheureusement. Mais aujourd'hui, je travaille sur la santé. Ma troisième question, c'est comment au quotidien vous parvenez à nourrir ce lien? Le lien du coup entre environnement et santé. Alors, je suis dans une situation qui est un peu particulière parce que m'étant installé tardivement dans ma vie professionnelle,
par rapport à quelqu'un qui s'installe à 20 ans, à 30 ans, qui doit générer toutes les ressources au fur et à mesure pour pouvoir s'installer. Moi, je l'ai fait à un âge où j'avais déjà de l'épargne disponible, Ok. ce qui me permettait d'emblée de m'installer avec une qualité d'outils de production qui soit à niveau. Donc, on peut dire un certain confort. Hein, et après, eh bien, c'est difficile parce que je me souviens, on me demandait parfois, mais Laurent, tu travailles combien de temps? Et j'hésitais toujours. J'ai dit, écoute, c'est simple. Soit je dis que je ne travaille jamais parce que je suis dans un plaisir constant dans tout ce que je fais, Mhm. soit je dis que je travaille tout le temps parce qu'à l'instant où je me réveille, je C'est pense à ce pareil. que je vais faire dans la journée et je m'endors en réfléchissant à ce que je vais faire le lendemain. Donc, soit je réponds que je travaille tout le temps, soit jamais. Ok. Bah, très bien. Et du coup, en quoi l'agroécologie paysanne nourrit le lien avec la santé? Selon vous, évidemment. Bien sûr, mais c'est à la fois très simple et on peut en discourir longtemps. Euh, nous sommes vivants dans un monde vivant qui est fait d'interactions. Si nous sommes aujourd'hui vivants, c'est parce que nous sommes en interaction avec l'ensemble du vivant extérieur. Pas seulement l'animal dont on va manger la chair ou le légume dont on va manger la feuille, etc. Mais également, on le sait, toutes les bactéries, plus de 10 000 bactéries différentes qui sont dans notre tube digestif et Mhm. qui aident à la digestion. Les bactéries qui sont sur notre peau et qui nous protègent. Bien sûr. Nous sommes en lien avec le vivant. À chaque fois que vous vous lavez les mains avec du gel hydroalcoolique, vous enlevez la barrière de protection. Alors vous enlevez des microbes aussi, hein, donc il y a un arbitrage à faire. Donc nous sommes en permanence en connexion avec ce vivant. Et si ce vivant est détérioré, notre équilibre vital est détérioré. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre journée type de tous les jours, nous dire ce que vous faites globalement? Oui, alors ma journée type correspond pas seulement à mon travail, mais également à ma façon de gérer de façon saine mon existence. Généralement, je me réveille entre 4h et 6h du matin, naturellement, sans avoir à mettre de réveil ou quoi que ce soit. Et donc, quand je sors du bon sommeil, que je me sens reposé, je prends une première boisson. L'idéal est de prendre plutôt une boisson chaude, sans café, quelque chose de digestif. Et j'en profite à ce moment-là pour lire mes messageries, etc., pour me mettre, pour lire des informations, pour savoir un peu ce qui se passe sans précipitation. Et généralement, je vais me lever plutôt vers entre 6h30 et 7h. L'idéal, j'en ai souvent le courage, mais pas tous les jours, c'est que je fasse quelques exercices de yoga, etc., pour faire du bien au corps. Et puis je prends un peu déjeuner, qui est généralement un déjeuner très protéiné, sans sucre. Et à ce moment-là, je travaille. Pendant ce temps-là, évidemment, j'ai réfléchi à ma journée. Une des premières choses que j'ai regardées le matin, c'est de vérifier quelle était la météo. Parce que la météo va déterminer une grande partie de ce que je fais. S'il pleut ou s'il ne pleut pas, je ne vais pas avoir le même programme. S'il fait froid, je vais pas en profiter pour faire un truc à l'intérieur. S'il fait beau, etc., etc. Donc ma météo est déjà venue apporter des éléments, je dirais, modificateurs un peu de ce que j'avais envie de faire. Alors il y a les priorités. Ce qui est difficile, c'est que les priorités dans notre métier, elles sont liées par la nature. J'entends par là que si les fleurs d'aubépine sont en train de sortir, eh bien, quoi que j'ai prévu de faire, elles sortent maintenant, c'est maintenant qu'il faut les cueillir. Quand vous prenez les feuilles de tilleul, quand vous avez les feuilles de tilleul qui paraissent
c'est une corolle, vous avez plusieurs feuilles, vous avez plusieurs boutons. Il y a une fleur qui éclot ici, pas celle-ci. Si vous attendez que toutes ont éclose, celle-ci est éclose, mais celle-ci est déjà en bouton. Elle est moins efficace. Donc l'instant où vous allez devoir cueillir le tilleul, c'est quand les 2 premières sont écloses et pas encore les autres. Vous avez 24 heures, 48 heures maximum à faire. Donc si vous avez programmé autre chose, c'est pas la peine. Si vous ne faites pas votre cueillette de tilleul à ce moment-là, c'est l'année prochaine que vous la ferez. Donc vous avez une pression, je dirais, du rythme de la nature qui va déterminer beaucoup de choses, notamment dans tout ce qui est cueillette, récolte, etc. Et puis après, il y a les urgences, effectivement. Il va falloir absolument que je sème telle chose, donc il faut que je prépare la terre, donc il faut que je fasse ça, etc. etc. L'avantage, c'est que de toute façon, raisonnablement, on ne peut pas faire tout ce qu'on doit faire. Donc, on n'a plus qu'à choisir entre les urgences, hein, en sachant qu'il y en a qu'on ne réussira pas à mettre en œuvre. Et puis, on fera le bilan et on reportera au lendemain tout ce qu'on n'a pas pu faire. Ou à l'année suivante. Voilà. Et du coup, pourquoi l'or des simples? C'est assez simple. En fait, l'or, c'est une vieille orthographe, étymologiquement issue du latin, en passant par l'occitan, qui vient de hortus, le jardin, horticulture. Donc, l'or, qui s'est évidemment réduit, qui a perdu plein de lettres en passant, réduit à OR, a été très utilisé en Limousin pour signifier un jardin. Et ma maison à la Courcelles, dans laquelle je vis depuis mon enfance, s'appelle l'or de la Forge, parce qu'elle a été construite sur une parcelle qui s'appelait le jardin de la Forge, parce qu'il y avait une forge à côté. Donc l'or, c'était un très beau mot qui venait tout naturellement. Et les simples, eh bien, c'est parce que le terme simple signifie en vieux français, à l'époque du Moyen-Âge, la médecine par les plantes médicinales. En fait, la médecine était divisée, on va dire, en 2 grandes branches. La simple médecine, c'était les plantes brutes, et la médecine complexe, c'était les élixirs. Donc, quand on faisait des élixirs, quand on faisait des préparations, etc., c'est la médecine complexe. Et quand on utilisait tout simplement des plantes, c'était la simple médecine. Par abréviation, les simples. Donc, les simples, c'était les plantes médicinales. L'or des simples, c'est le jardin des plantes médicinales. Et du coup, pour terminer, je voulais savoir si vous aviez une partie que vous préférez dans votre métier, ce que vous préférez faire, ou tout simplement ce que vous aimez, ce que vous préférez le plus dans votre vie, votre métier. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le moment que je suis en train de partager avec vous. C'est celui de la transmission. Is this how it's supposed to be?